Bonjour, bonjour, c'est Robin du podcast de l'externe et on va parler aujourd'hui ensemble de l'arthrose, donc l'item 129 sur le collège de rhumatologie. Voilà, c'est la fiche LISA rédigée par le collège de rhumatologie. Donc comme d'habitude, je te mets le lien de la fiche LISA si tu veux suivre en même temps que moi. Et puis on va attaquer sans plus tarder par la définition générale de l'arthrose et les principales localisations. Bon, je te préviens d'avance, ça va être un chapitre assez long. Donc voilà, pose-toi, mets bien tes écouteurs, fais-toi un petit café si tu es tranquillement chez toi. Si tu fais du sport, eh bien bon courage à toi. Garde un peu de ressources cognitives pour essayer de comprendre ce que je vais te dire quand même. Donc voilà, si tu fais une séance de fractionné par exemple, ou de musculation avec du très très lourd, eh bien n'hésite pas à mettre des petites pauses de temps en temps ou à revenir un petit peu en arrière si tu n'as pas tout suivi. Allez, sans plus tarder, on commence par les définitions. Donc l'arthrose, c'est une maladie ostéo-articulaire qui touche donc l'os et l'articulation et qui touche l'ensemble des tissus de l'articulation. Les principales localisations d'arthrose sont le genou, la hanche, la main et le rachis. Rachis ou rachis, moi je dis rachis en général, bon, je ne sais pas ce que vous dites. Bref, c'est pas très important. Lorsque l'arthrose devient symptomatique, elle entraîne des douleurs articulaires mécaniques et une gêne fonctionnelle. Ça peut être une raideur articulaire, une apparition de difficultés à la marche, la douleur d'un membre, qui soit supérieur ou inférieur, et même une déformation articulaire. L'arthrose, c'est la maladie ostéo-articulaire la plus fréquente, et elle touche principalement l'adulte après 40 ans. Voilà pour la prévalence globale de l'arthrose. Au niveau de l'épidémiologie des localisations arthrosiques, donc là, la localisation la plus fréquente d'arthrose périphérique, donc non rachidienne, c'est la gonarthrose, donc du genou, qui est responsable de douleurs chez environ 10% de la population. La coxarthrose, donc de la hanche, survient dans 50% des cas sur un vice architectural, donc une dysplasie par exemple, et affecte 1 à 5% de la population. L'arthrose digitale est aussi très fréquente et prédomine aux articulations interphalangiennes distales et proximales. Donc voilà, au niveau des doigts tout simplement, des deux interphalangiennes, donc entre les trois phalanges. Donc on va voir quelques notions de base sur la physiopathologie de l'arthrose. Donc déjà, on va rappeler un peu d'anatomie. Une articulation synoviale est composée principalement de 4 tissus. Donc il va y avoir le cartilage articulaire, l'os sous-chondral, donc l'os sur lequel vient se fixer le cartilage, la membrane synoviale qui sécrète le liquide synovial intra-articulaire, et on a la capsule articulaire qui vient fermer tout ça. Voilà, le rendre un peu étanche et hermétique. Au cours de l'arthrose, sous l'effet de différents stress, ça peut être un stress mécanique, inflammatoire ou même métabolique, l'ensemble de ces tissus va subir des modifications et on retrouve notamment une dégradation du cartilage, une inflammation de la membrane synoviale, un remodelage de l'os sous-chondral qui conduit à ce qu'on appelle géode, des sortes de sphères, de sphères, oui, un peu déminéralisées donc dans l'os sous-chondral. Ça fait aussi des scléroses sous-chondrales et ça amène au développement d'excroissance osseuse qu'on appelle les ostéophytes. Ainsi, l'arthrose se caractérise aussi par une inflammation articulaire locale avec la production de médiateurs inflammatoires qui vont induire la production accrue d'enzymes protéolytiques telles que les métalloprotéinases qui sont capables de dégrader la matrice extracellulaire du cartilage. Alors, pour les principaux facteurs de risque de l'arthrose. Donc là, les principaux facteurs de risque d'arthrose qui est dite primitive, c'est-à-dire qui survient sur une articulation saine, sont en premier l'âge, ensuite le surpoids, l'obésité et le syndrome métabolique. Après, en troisième, on a l'hérédité et les antécédents familiaux. Ensuite, le sexe féminin est un facteur de risque d'arthrose primitive. Et enfin, l'excès de contraintes mécaniques, donc des microtraumatismes répétés, des antécédents de lésions méniscales ou ligamentaires, le génuvarum, le génuvalgum, etc. Alors, on va voir maintenant les étiologies des arthroses secondaires et les arthroses génétiques. Donc les arthroses dites secondaires, à l'inverse des primaires qu'on vient de voir, elles surviennent sur des arthropathies destructrices qui sont préexistantes.
On retrouve principalement les arthrites microcristallines, les arthrites septiques et les rhumatismes inflammatoires destructeurs tels que la polyarthrite rhumatoïde ou la spondyloarthrite. Et les arthroses génétiques monogéniques, donc il y a un seul gène, sont très rares et s'intègrent la plupart du temps dans des syndromes dysmorphiques. Voilà, avec une atteinte de tous les segments du corps. Alors, on va voir maintenant les modalités du diagnostic d'une coxarthrose, d'une gonarthrose ou d'une arthrose digitale. Comment on fait le diagnostic, quand est-ce qu'il faut savoir évoquer ces diagnostics, etc. Donc, le diagnostic d'arthrose doit être évoqué devant un terrain compatible, donc une personne d'âge supérieur à 40 ans, et qui a un facteur de risque tel que le surpoids ou l'obésité. On peut l'évoquer devant une douleur articulaire chronique d'horaire mécanique, avec une douleur d'un membre, qui soit supérieur ou inférieur, et plus particulièrement le genou, la hanche ou les mains. Et pour la douleur de la hanche, c'est une douleur typique dans le pli de l'aine. Voilà. Il y a des signes associés qui sont à rechercher. Donc ça va être la raideur articulaire, la déformation articulaire. Et pour l'arthrose des membres inférieurs, ça peut être un retentissement avec une boiterie et l'apparition d'une difficulté à la marche. Et voilà, il faut évoquer le diagnostic d'arthrose devant l'absence d'arguments pour un autre diagnostic. Donc une fois qu'on a éliminé les diagnostics différentiels. Alors, on va voir un petit peu de sémiologie en fonction de la localisation aux membres inférieurs. Il faut savoir que l'examen se fait de manière bilatérale, et comparative. Donc le patient est debout, statique, et ensuite on le fait marcher et on va l'allonger pour finir l'examen. On va commencer par la coxarthrose. Donc la douleur, elle va se situer au niveau du pli de l'aine, en antérieur, antéro-interne, voire même postérieur. Il y a le signe de la clé. Donc là, ce qu'on appelle le signe de la clé, c'est quand on fait un roulé de hanche qui est douloureux. Donc en fait, on vient faire rouler la hanche et ça va déclencher la douleur. Il y aura des raideurs, des difficultés à l'accroupissement, une limitation du périmètre de marche également. On aura ensuite une boiterie d'esquive et ou une boiterie de perte du pas postérieur. Et on aura une attitude visceuse en flexum et rotation externe dans les formes évoluées. Voilà pour la coxarthrose. Pour la gonarthrose fémoro-tibiale maintenant. Donc là, il y aura une douleur du genou avec un craquement la plupart du temps. La douleur sera reproduite à la palpation de l'interligne médiale ou latérale, où on peut ressentir là aussi un craquement. Il y aura un trouble statique possible du genou, donc soit un genu valgum, soit un genu varum. Voilà. On pourra avoir une déformation avec une hypertrophie osseuse. On pourra avoir un épanchement articulaire qui est possible, donc là on le verra avec le choc rotulien, le signe du flot également. Il y aura une raideur à la flexion et l'extension passive du genou et une limitation du périmètre de marche. Et on pourra même avoir une boiterie dans la gonarthrose qui est évoluée. Ça c'était pour la gonarthrose fémoro-tibiale. Pour la gonarthrose fémoro-patellaire, donc entre le fémur et la patella, la rotule. Donc là, la douleur sera à la face antérieure du genou, donc sur la rotule, à la marche et ou à la descente des escaliers, après une station assise prolongée. La douleur sera reproduite à l'extension contrariée de la jambe, à la pression de la rotule sur le genou fléchi, à la palpation de la rotule aussi. On peut la voir, cette douleur qui est reproduite à la manœuvre du rabot. Donc là, c'est une douleur qui est déclenchée au frottement de la rotule contre la trochlée. Donc en fait, la jambe tendue, on vient attraper la rotule et on vient la faire frotter contre l'articulation en fait, du genou, de haut en bas. Et à la manœuvre de Zollen, donc Z-O-H-L-E-N, voilà, je le dis un peu à l'allemande, Zollen. C'est une douleur lorsque l'examinateur s'oppose à l'ascension de la rotule lors de la contraction du quadriceps. Donc en fait, le patient a la jambe tendue, on vient maintenir sa rotule statique, donc un peu vers le bas. Donc quand le patient va vouloir contracter son quadriceps, la rotule, naturellement, elle s'ascensionne. Et donc nous, on va contrer l'ascension de la rotule et ça va déclencher la douleur. Et c'est la manœuvre de Zollen.
Voilà pour les douleurs que l'on peut reproduire à la palpation. Ensuite, à l'épanchement, on peut avoir un épanchement. Donc on peut avoir soit le choc rotulien, soit le signe du flot, comme on a vu. Il y aura pareil une raideur à la flexion-extension, une limitation du périmètre de marche et une boiterie dans la gonarthrose évoluée. Donc là, la seule différence avec la gonarthrose fémoro-tibiale, ça sera au niveau des douleurs qui seront un peu différentes. Voilà pour le diagnostic. Alors on va voir maintenant les différents diagnostics différentiels des principales lésions arthrosiques. Donc le diagnostic d'arthrose, il est souvent simple devant la triade terrain, douleur mécanique et raideur. Cependant, il y a d'autres étiologies qui peuvent donner des douleurs articulaires mécaniques et il faudra évoquer des diagnostics différentiels qui devront être éliminés par l'interrogatoire, notamment la localisation de la douleur, et également par l'examen clinique et si besoin des examens complémentaires. Alors les principaux diagnostics différentiels de la coxarthrose, donc au niveau de la hanche, du bassin, ça va être l'acruralgie, ça va être la tendinopathie du moyen fessier, ça peut être une fracture ostéoporotique du bassin, notamment du cadre obturateur, ou ça peut être également une fracture sous-chondrale de la tête fémorale. Voilà, donc il ne faut pas éliminer ça. Et plus rarement, ça va être une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou une algodystrophie de la hanche. Voilà pour les principaux diagnostics différentiels de la coxarthrose. Maintenant, on va voir ceux de la gonarthrose. Donc ça peut être une atteinte coxo-fémorale avec une douleur projetée au genou. Donc là, l'atteinte n'est pas entre le fémur et le tibia, donc n'est pas au niveau du genou, mais elle est au niveau du bassin en fait, c'est entre le fémur et l'os du bassin, l'os coxal. Mais sauf que la douleur, on ne la ressent pas au niveau du bassin, on la ressent au niveau du genou. Ça peut être une atteinte méniscale isolée, que ce soit traumatique ou dégénératif, peu importe. Ça peut être une arthropathie microcristalline. Donc là, il y a un intérêt de la ponction de l'épanchement, s'il y en a un, pour voir si on a une cristallisation ou pas. Ensuite, ça peut être une ostéonécrose d'un condyle fémoral et ça peut être une fracture d'un plateau tibial. Voilà. Et l'arthrose digitale, notamment dans sa forme érosive, peut ressembler à un rhumatisme inflammatoire chronique, notamment au rhumatisme psoriasique. Donc là, le gros diagnostic différentiel de l'arthrose digitale, c'est le rhumatisme psoriasique ou tout autre rhumatisme inflammatoire chronique. Alors, on va voir maintenant l'indication de l'imagerie et savoir quand est-ce qu'on va, quelle imagerie on va prescrire si on suspecte une arthrose. Le diagnostic d'arthrose, il est clinique, pour commencer. Cependant, la réalisation d'une radiographie standard permet de confirmer le diagnostic de par la présence d'anomalies osseuses et articulaires à l'examen d'imagerie médicale. Ça permet aussi d'éliminer certains diagnostics différentiels comme les fractures, on a vu. La prescription d'autres examens complémentaires doit être raisonnée. En dehors de la radiographie standard, aucun autre examen biologique ou d'imagerie n'est nécessaire, sauf en cas de doute diagnostique pour rechercher des diagnostics différentiels. Bon voilà, comme on vient de le dire. L'examen d'imagerie sera toujours bilatéral et comparatif. Voilà, ça c'est même pas dans l'arthrose, c'est tout le temps le cas, quand on analyse en tout cas les membres supérieurs ou inférieurs. Et la demande d'examen d'imagerie sera en fonction de la localisation. Donc là, pour la hanche, ce sera un cliché de bassin debout de face et chaque hanche en charge de face plus un faux profil de Lequen. Pour le genou, il y aura 4 clichés, donc des clichés en charge en appui bipodal de face, donc sans rotation, les genoux en extension. Ensuite, on aura un cliché de profil. On aura un cliché qui fera le défilé fémoropatellaire à 60 degrés de flexion. Voilà. Et on aura une incidence antéro-postérieure en chousse, entre guillemets. Donc là, c'est comme en position de chousse en ski, donc un peu fléchi de face. Voilà, antéro-postérieure. Et le défilé fémoropatellaire à 60 degrés de flexion, ça sera la même position, mais de profil en fait. Voilà. Et pour les mains, on aura des radiographies des mains de face, tout simplement. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, pour la sémiologie générale en radio de l'arthrose. Donc là, quelle que soit sa localisation, les signes radiographiques d'arthrose seront toujours les mêmes. Il y en aura 4 principaux.
Donc il faut bien les connaître, ils sont importants à repérer. Ça va être le pincement articulaire localisé, donc une diminution de l'hauteur de l'articulation, du vide articulaire qu'on voit à la radio. Ça sera une ostéocondensation sous-chondrale, donc là l'os de part et d'autre de l'articulation sera un peu plus condensé, sera plus dense, donc il apparaîtra plus blanc sur la radio. On aura ensuite des géodes sous-chondrales, c'est-à-dire qu'au niveau de cet os sous-chondral, on aura des ronds qui seront un peu déminéralisés, donc qui seront plus foncés pour le coup, que l'os qui y a autour. Et ensuite, on aura des ostéophytes, donc là, c'est les excroissances osseuses qui peuvent faire, par exemple, sur les vertèbres, ce qu'on appelle les becs de perroquet. Voilà, donc des excroissances osseuses autour de l'articulation. Et l'ensemble de ces signaux radiographiques ne sont pas forcément tous présents. Voilà, il faut qu'il y en ait au moins quelques-uns. Et donc au genou, l'arthrose peut affecter 1, 2 ou encore les 3 compartiments. Ça peut être les compartiments fémorotibiaux, le fémorotibial médial, le fémorotibial latéral et le compartiment fémoro-patellaire. Voilà. Donc là, on a quelques images de radiographie. Donc on a une radiographie de coxarthrose que je mettrai bien sûr sur le post Instagram. On a ensuite une belle radiographie de gonarthrose. Donc là, on a un bel épanchement. On n'a pas l'épanchement, on a du mal à le voir à la radio, mais on a un pincement articulaire en tout cas. Du compartiment interne du coup, parce qu'on est sur un genou gauche. On a aussi une condensation de l'os sous-chondral. On a quelques ostéophytes. Les géodes, j'ai pas l'impression d'en voir. Ah si, peut-être un peu au-dessus là. Vous me direz ce que vous en pensez sur le post Insta. Donc voilà, on a une radiographie d'arthrose des articulations interphalangiennes distales. Donc là, ça fait presque une bouillie d'os, c'est vraiment mal. On a une perte de la corticale, on voit que l'os il est dégradé, on a des ostéophytes de part et d'autre de l'articulation. Voilà, c'est vraiment pas joli. Donc voilà pour les petites imageries que je mettrai dans le post Insta. Allez, là on va voir un petit peu la sémiologie particulière en radiographie de l'arthrose en fonction des différentes localisations. Donc là, on a vu juste avant la sémiologie générale un peu de la radiographie. Là on va voir un petit peu en fonction des différentes localisations les spécificités de la radio. Donc pour l'arthrose digitale érosive, ça va être une forme particulière d'arthrose qui est particulièrement sévère, destructrice et déformante. Voilà pour l'arthrose digitale érosive. Pour la coxarthrose secondaire, donc là, dans le cas de la coxarthrose, la radiographie standard sert aussi à rechercher une anomalie architecturale sous-jacente, telle qu'une dysplasie par exemple. Donc là, on pourra faire ce qui s'appelle une coxométrie. Voilà, donc on va prendre toutes les mesures, etc., qui nous permettra de voir s'il n'y a pas une dysplasie et donc une pathologie sous-jacente à cette coxarthrose. Et après, on peut avoir ce qui s'appelle une forme destructrice rapide. Donc là, dans de rares cas, principalement à la hanche et au genou, l'arthrose peut évoluer très rapidement avec un pincement qui s'installe en quelques semaines ou quelques mois. Et on parle d'arthrose destructrice rapide, dont les diagnostics différentiels vont être l'arthrite microcristalline ou l'arthrite septique. Voilà, il faut faire attention à ça, qui sont des diagnostics un peu plus méchants. Voilà. Donc là, les diagnostics différentiels d'arthrose, on les a un petit peu vus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va les reciter rapidement. Donc là, il existe de nombreux diagnostics différentiels d'arthrose qui varient en fonction de l'articulation atteinte. On peut distinguer les irradiations douloureuses d'autres origines, par exemple la cruralgie. On peut distinguer d'autres causes d'atteinte articulaire, comme les arthropathies microcristallines, les atteintes périarticulaires, donc les tendinopathies plutôt, et les atteintes osseuses, notamment les fissures, les fractures et l'ostéonécrose. L'interrogatoire et l'examen clinique vont être essentiels pour différencier l'arthrose de ces autres pathologies, car la prévalence radiologique de l'arthrose asymptomatique est importante et augmente avec l'âge. Il ne faudra donc pas se fier uniquement à la radiographie. Voilà. Alors maintenant, pour savoir évaluer une arthrose. Donc on va voir un petit peu les questionnaires qui sont dédiés à cette évaluation de l'arthrose symptomatique. Donc, il est essentiel d'évaluer le retentissement des douleurs et de la gêne fonctionnelle chez tous les patients arthrosiques.
Ainsi, on évaluera l'intensité de la douleur par l'échelle visuelle numérique ou analogique, donc l'EVA classique de 0 à 10. La présence d'une raideur à l'examen clinique, donc la limitation des amplitudes, etc. On va évaluer la présence d'un épanchement au genou et de synovites aux mains, qui vont constituer un facteur de mauvais pronostic. On va évaluer la marche lors d'une atteinte des membres inférieurs, avec une recherche de boiterie et une quantification du périmètre de marche. La gêne fonctionnelle, elle peut aussi être quantifiée par des indices algofonctionnels qui sont spécifiques à chaque localisation. Donc ça va être l'indice de Lequen pour la gonarthrose et ou la coxarthrose. Donc genou et hanche, ça va être l'indice de Lequen qui évalue la gêne fonctionnelle. On peut avoir aussi pour la gonarthrose et la coxarthrose l'indice de WOMAC, W-O-M-A-C, WOMAC. Et ensuite, on a un score qui s'appelle le score COS, ou COUS, K2OS, pour la gonarthrose uniquement. Donc pour la gonarthrose, on a 3 indices algofonctionnels, score de COUS, l'indice de WOMAC et l'indice de Lequen. Et pour la coxarthrose, on a le WOMAC et l'indice de Lequen qui sont également valables. Et enfin, l'atteinte radiographique pourra aussi être considérée. Cependant, elle ne constitue pas un facteur pronostic à elle seule, car les symptômes sont imparfaitement corrélés à ceux de l'atteinte radiographique dans l'arthrose. Ce n'est pas parce qu'il y a une arthrose évoluée sur la radio qu'elle va être plus symptomatique qu'une autre. Voilà. D'ailleurs, on ne s'est pas obligé qu'une arthrose fasse mal. Hein. Il y a plein de patients qui ont de l'arthrose et qui ne le savent même pas parce qu'ils n'ont pas de douleur. Voilà, c'est toujours pareil. Alors, comment on va analyser et interpréter les résultats sanguins et analyser le liquide articulaire dans l'arthrose? Donc on rappelle qu'il n'y a aucun examen biologique qui n'est nécessaire au diagnostic d'arthrose. Cependant, en cas d'épanchement au genou ou de coxarthrose destructrice rapide, on peut faire une ponction de liquide articulaire qui sera réalisée pour une analyse afin d'éliminer les diagnostics différentiels. Donc le liquide, justement articulaire, il sera alors mécanique. Souvent, donc mécanique, on peut le voir avec sa couleur et sa consistance. Souvent, il y aura moins de 1000 cellules par millimètre cube. Il sera stérile, bien sûr, et il n'y aura pas de microcristaux. Donc voilà, c'est le liquide articulaire classique, pas inflammatoire, mécanique. Voilà. Donc, comment on fait les modalités de diagnostic maintenant d'une arthropathie destructrice rapide? Donc ça concerne surtout la coxarthrose et la gonarthrose. Donc, il y a une forme particulière d'arthrose rapidement destructrice qui existe au niveau du genou et au niveau de la hanche. Donc, comment on la définit? Elle se définit par l'apparition ou l'aggravation d'un pincement de l'interligne articulaire de plus de 50% ou de plus de 2 mm en l'espace d'un an. Généralement, c'est même en quelques mois. Seule la répétition des clichés, à 3 mois d'intervalle minimum, met en évidence la chondrolyse, donc la destruction du cartilage, par l'étude du pincement articulaire. À la hanche, l'évolution peut se faire vers l'ostéolyse de la tête fémorale, qui perd alors sa sphéricité. Donc ça va être la destruction de l'os directement, et même plus du cartilage, on passe à l'os. Et donc on perd la sphéricité de la tête fémorale. Le doute avec une coxite notamment, infectieuse ou microcristalline, impose la ponction articulaire pour analyser le liquide synovial, pour être sûr qu'il s'agit bien d'arthrose et qu'il n'y a pas un phénomène inflammatoire, donc à cause d'une cause microcristalline par exemple, ou infectieuse avec tout simplement des germes qui poussent dans l'articulation, qui vont détruire l'articulation. Donc une arthrite septique. Ça c'est pour la hanche. Pour le genou, il faudra aussi ponctionner le liquide en cas d'épanchement et rechercher les cristaux de pyrophosphate de calcium en particulier pour voir s'il n'y a pas une arthrite microcristalline qui vient détruire l'articulation aussi rapidement. Voilà. Donc arthrose rapidement destructrice, il faut que ce soit sur la répétition d'au moins 2 clichés radiographiques à 3 mois d'intervalle et qu'il y ait l'aggravation d'un pincement de l'interligne de plus de 50% ou de plus de 2 mm en l'espace d'un an. Voilà. Alors, pour les modalités du diagnostic d'une arthrose digitale, donc au niveau des doigts, érosive.
Donc l'arthrose érosive des doigts, c'est aussi une forme destructrice d'arthrose qui est définie par la présence d'érosion à la radiographie des mains. Cliniquement, il s'agit d'une forme plus sévère, avec des douleurs intenses et qui sont d'horaire mixte pour le coup, donc mécaniques et aussi inflammatoires, et c'est des douleurs chroniques. Il y aura des synovites des interphalangiennes distales et proximales, donc inflammation de la capsule synoviale, et il y aura une gêne fonctionnelle plus importante que la forme non érosive. La radiographie des mains de face confirme l'atteinte érosive et destructrice avec des géodes et un pincement total de l'interligne articulaire, avec un aspect en aile de mouette. La destruction ou l'effondrement de la plaque osseuse sous-chondrale est un équivalent d'érosion. Voilà, c'est un peu ce qu'on a vu sur l'imagerie juste au-dessus que vous aurez sur le poste, où là vraiment c'est tout détruit, il y a la plaque osseuse qui est totalement remodelée, voilà, avec des gros ostéophytes qui permettent de voir que l'articulation est détruite. Dans les formes les plus inflammatoires, ces atteintes peuvent ressembler à un rhumatisme inflammatoire, en particulier au rhumatisme psoriasique, compte tenu des localisations sur les articulations interphalangiennes distales. Voilà, parce que la polyarthrite rhumatoïde, elle ne touche pas ces articulations-là, par exemple. C'est surtout le rhumatisme psoriasique. Alors, on va voir maintenant les modalités du diagnostic d'une coxarthrose et d'une gonarthrose secondaire cette fois-ci. Donc avec une pathologie sous-jacente de l'articulation. Donc les étiologies qui peuvent induire une gonarthrose secondaire, ça va être une arthrite chronique, donc notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite périphérique, l'arthrite septique. Bizarre d'ailleurs que ce soit dans l'arthrite chronique, l'arthrite septique. Enfin, bon, c'est possible qu'il y ait une atteinte un peu chronique, je ne sais pas. Pour moi, c'était quelque chose d'aigu, mais bon, voilà, il le classe dans l'arthrite chronique. Et ça peut être aussi une arthropathie microcristalline. Ensuite, autre étiologie qui peut induire une gonarthrose secondaire, ça va être l'ostéonécrose évoluée. Et ça peut être aussi la maladie de Paget. Voilà. Donc ça c'était pour la gonarthrose. Et pour la coxarthrose secondaire, les étiologies ça va être les différentes malformations congénitales telles que la dysplasie luxante ou la dysplasie interne de la hanche. Ça peut être les fractures du cotyle ou du toit cotyloïdien. Ça peut être des ostéonécroses de la tête fémorale à un stade évolué. D'autres étiologies, ça va être toutes les coccytes évoluées qui sont secondaires à toute maladie articulaire destructrice, qu'on a vu juste au-dessus, donc la spondylarthrite, la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite microcristalline et l'arthrite septique. Ça peut être la maladie de Paget, donc là on parle de coxopathie pagétique directement. Et enfin, l'inégalité des membres inférieurs peut être une étiologie qui induit une coxarthrose secondaire, mais c'est uniquement lorsqu'elle dépasse 3 cm. Donc c'est vrai que c'est assez rare. On entend souvent parler de patients qui disent j'ai la jambe gauche par exemple qui est plus courte que l'autre, mais souvent ça se fait de l'ordre de quelques millimètres, voire 1 cm. Mais là voilà, la coxarthrose secondaire à une inégalité des membres inférieurs, c'est lorsqu'elle dépasse vraiment 3 cm. Donc c'est beaucoup. Le contexte clinique et la radiographie standard, qui montre typiquement un pincement articulaire global de l'interligne articulaire, ça suffit en général à évoquer ce diagnostic d'arthrose secondaire. Voilà, donc contexte clinique et radiographie standard. Allez, maintenant on va voir toute la prise en charge et voilà, de ce qui est médical, pharmacologique ou pas, dans la prise en charge du traitement, la prise en charge et les traitements de la coxarthrose, de la gonarthrose, de l'arthrose digitale. Donc déjà, il faut savoir que le diagnostic est pluridisciplinaire. Il comprend déjà, dans une première phase, l'annonce d'une maladie chronique. Voilà, même si pour nous, c'est pas quelque chose de grave, ça reste une maladie chronique qui va avoir un impact sur la vie, la qualité de vie des patients. Donc le traitement va combiner systématiquement un traitement pharmacologique et non pharmacologique qui vise à contrôler la douleur et à limiter également le retentissement fonctionnel. Donc là, le traitement médical, il prendra en compte le nombre d'articulations arthrosiques symptomatiques. Donc ça peut être une gonarthrose isolée qui va inciter aux traitements locaux,
versus par exemple une polyarthrose qui va inciter au traitement systémique. Et on prendra aussi en compte la présence de comorbidités qui peuvent limiter certaines prescriptions médicamenteuses, par exemple les AINS PEROS qui vont être déconseillées ou contre-indiquées carrément chez certains patients. Les mesures non pharmacologiques, elles vont comprendre en premier lieu l'éducation du patient, avec des explications sur la maladie, son évolution et sur le traitement. Ça va être aussi l'éducation sur des mesures de ménagement articulaire par prescription d'appareillage simple. Donc ça peut être le port d'une canne pour l'arthrose des membres inférieurs ou une orthèse par exemple, donc ce qu'on appelle la telle. Ça peut être des programmes d'auto-exercice et également la promotion de l'activité physique, qui est un facteur protecteur d'arthrose, on le rappelle. Ça peut être aussi éduquer le patient sur son poids, avec justement une incitation à une perte de poids s'il y a un surpoids ou une obésité. Et on va prévenir le surpoids et l'obésité pour les patients qui ne le sont pas encore en tout cas. Voilà, parce que des fois, s'ils bougent moins, ils risquent de passer en surpoids ou obésité, ce qui va être un peu un cercle vicieux parce que ça va accentuer les symptômes. Voilà pour la première mesure non pharmacologique avec l'éducation du patient. Après, ça va être la prescription d'une rééducation adaptée à la localisation avec du renforcement musculaire, une lutte contre la raideur avec le travail des amplitudes articulaires et l'apprentissage d'auto-exercice. Ça va être la prescription d'activité physique adaptée et ça peut être aussi la prescription de cure thermale, notamment s'il y a une polyarthrose. Voilà. Les mesures pharmacologiques, quant à elles, elles ont un but antalgique et non structural et elles sont prescrites après évaluation de la douleur et de la gêne fonctionnelle. Donc, PEROS, premièrement, qu'est-ce qu'on peut prescrire ? Donc, on peut prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS. Donc ça, c'est le traitement PEROS le plus efficace dans l'arthrose, mais il faut faire attention aux effets secondaires gastriques, cardiaques et rénaux notamment. On va l'associer avec des IPP de manière systématique après 65 ans, pour prévenir l'ulcère gastrique, etc. On va mettre la dose la plus faible qui est efficace et la durée la plus courte. Donc là, les contre-indications des AINS, ça va être s'il y a des antécédents de cardiopathie, d'AVC ou d'AOMI, d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Ça sera contre-indiqué. Ensuite, on peut prescrire un antalgique simple de palier 1, donc typiquement le paracétamol. Ça, c'est en fonction de la douleur et c'est pas en systématique. Et donc, c'est jusqu'à 3 grammes par jour pour le paracétamol dans ces cas-là. La prescription d'antalgique de palier 2, elle est à limiter en raison des effets secondaires. Et les paliers 3, ça doit être vraiment de manière exceptionnelle. Ensuite, on peut utiliser des antiarthrosiques d'action lente, chondroïtine par exemple, la glucosamine également, qui sont parfois utilisés pour l'arthrose des mains et du genou. Sachant que c'est des médicaments qui ne sont plus remboursés, parce qu'ils sont sans doute pas jugés assez efficaces par les études scientifiques. Voilà, ça c'est des antiarthrosiques d'action lente. Donc on a fait le tour un petit peu des médicaments PEROS. Après on a des traitements topiques. Donc là on a les AINS topiques qui sont à privilégier lors de l'arthrose digitale notamment. Et ils sont également possibles pour la gonarthrose. Donc là ça va être les anti-inflammatoires en pommade. Qu'est-ce qu'on en a ? Le Voltaren par exemple en gel, l'ibuprofen, donc ça c'est de l'ibuprofène en gel, etc. Après on a des traitements intra-articulaires directement, donc on fait une ponction, injection en général de produits. Donc là ça va être les dérivés cortisoniques, ça se fait au niveau du genou, c'est possible aussi à la hanche sous contrôle d'une imagerie, soit une radio, soit une échographie. Et on peut le faire aussi au niveau des doigts en cas de douleur rebelle. On peut aussi utiliser l'acide hyaluronique. Donc ça, c'est plus remboursé, mais c'est efficace et utilisé dans la gonarthrose fémorotibiale. Donc on va injecter de l'acide hyaluronique directement dans l'articulation du genou pour essayer de faire une sorte de petit film en fait, qui va remplacer un peu le cartilage, en tout cas ponctuellement. Le suivi va être fait de manière régulière avec une réévaluation de l'efficacité et de la tolérance des traitements dans le cadre de la prise en charge de la douleur chronique. Voilà, il ne faut pas poursuivre les traitements inefficaces ou mal tolérés, ça paraît assez évident. Et en cas d'échec du traitement médical bien conduit et devant la présence de douleurs avec un retentissement important sur la qualité de vie,
il y aura une indication chirurgicale qui sera discutée en fonction de la localisation. Et on pourra proposer au patient la pose d'une prothèse totale de hanche dans le cadre d'une coxarthrose, la pose d'une prothèse totale ou une prothèse unicompartimentale dans le cadre d'une gonarthrose. Et au niveau des doigts, ça peut être une trapézectomie ou une prothèse trapézo-métacarpienne en cas de rhizarthrose, donc d'arthrose des racines des doigts. Voilà. Et ensuite, on va dire un petit mot pour finir sur l'arthrose de l'épaule, dont on n'a pas trop parlé, et comment on fait un peu les modalités du diagnostic. Donc là, c'est l'omarthrose, O-M-A et arthrose. C'est l'arthrose de l'articulation scapulo-humérale, donc entre la scapula et l'humérus, c'est l'articulation de l'épaule, la principale. Cliniquement, donc ça va donner une douleur mécanique chronique de l'épaule, avec une raideur secondaire et des limitations des amplitudes. Au niveau de la radiographie, donc, on fera un cliché de face et de profil des épaules, toujours un examen bilatéral et comparatif. Et on fera aussi les rotations internes et externes de l'épaule, à la recherche de calcification, à l'insertion des tendons de la coiffe, ce qui peut être signe d'une tendinopathie, et pour faire aussi les autres diagnostics différentiels des douleurs qu'on peut avoir au niveau de l'épaule. Donc à savoir qu'il existe deux types d'omarthrose. On peut avoir l'omarthrose excentrée, qui est définie par la présence d'une ascension de la tête humérale, qui n'est plus en face de la glaine scapulaire, et elle est secondaire à une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs. Donc la rupture de ces tendons qui permettent de maintenir l'articulation, la tête humérale dans la glaine, ils ne vont plus remplir ce rôle-là de stabilisation et il y aura une ascension de la tête humérale. Donc ça, c'est le premier type d'omarthrose, l'omarthrose excentrée. Et après, à contrario, on aura l'omarthrose centrée. Donc là, il n'y aura pas d'ascension de la tête humérale. C'est plus rare que la forme excentrée. Elle doit toujours faire rechercher une pathologie articulaire destructrice sous-jacente, comme la polyarthrite rhumatoïde ou la chondrocalcinose. Voilà, on a fini avec ce chapitre sur l'arthrose, donc globalement genou, hanche, doigt, avec un petit mot sur l'arthrose de l'épaule pour finir. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura fait un bon petit rappel sur ça, apprendre quelque chose également. Je vous mettrai les photos des imageries sur le post Insta, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, peu importe là où vous l'écoutez, pour que ça soit mieux référencé et qu'on soit toujours plus nombreux à l'écouter, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, allez vous abonner sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, on se dit quelle journée ? On est dimanche, donc c'est lundi que l'épisode sort, donc on se dit à mercredi pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao!